Bonsoir et bienvenue au Diapason pour cette rencontre organisée avec la MJC du Grand Cordel autour de la santé mentale. La santé mentale, on en parle. Nous allons interroger ce soir l'état de la santé mentale des jeunes et ce qui est mis en place pour informer, prévenir, accompagner, agir. Et puis nous verrons dans un second temps ce qu'il en est des relations entre l'art et la santé mentale et le soin, avec trois artistes, donc parmi lesquels Anne-Isabelle Lucas, dont maintenant vient de vous parler pour la bande dessinée, mais nous parlerons aussi de spectacles vivants, vous montrant des extraits des travaux de Cécile Barbedette et de Romain Brosseau. Débutons donc avec vous trois, savoir comment vont les jeunes aujourd'hui. Je vous présente de votre gauche à votre droite Emmanuelle Godot. Vous êtes enseignante chercheuse à l'école des hautes études en santé publique, spécialisée dans la santé mentale des jeunes au collège et au lycée. Et vous les avez interrogés, ces jeunes, vous les interrogez, ces jeunes, depuis des années pour une enquête que vous coordonnez, une enquête en France, en collège et en lycée chez les adolescents sur la santé et les substances, et en participant pour la France à une enquête internationale équivalente, dont vous êtes donc la coordinatrice pour la France. À vos côtés, Jean-Marie Bataille, vous êtes professeur à l'université de Rennes, responsable du département santé mentale à la faculté de médecine, et vous êtes également psychiatre au centre hospitalier Guillaume Régnier, et à mes côtés, Catel Le Squarnec, vous êtes psychologue au service santé des étudiants à l'université de Rennes, aux universités de Rennes même, parce que vous travaillez sur plusieurs sites. Alors vous avez peut-être, avant la rencontre, en vous baladant dans les différents stands qui vous étaient proposés, participé à un atelier participatif de la MJC Grand Cordel qui vous proposait de mettre des mots sur la santé mentale des jeunes, ce que cela vous évoque. Et c'est avec ceci que je vous propose de débuter, que l'on regarde un petit peu quels sont les mots qui ont émergé suite aux trois questions qui vous ont été posées, pour demander à nos trois invités qui vont se tordre le cou, on va essayer de le faire le moins possible, comment ils réagissent, est-ce que cela leur évoque. La première question était de savoir quel mot caractériserait le mieux la santé mentale des jeunes aujourd'hui, donc d'après les personnes qui ont été interrogées. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce principe, mais plus c'est gros, plus il y a eu d'occurrences. Fragile étant, donc vous le voyez bien, le mot qui revient le plus. Ensuite, on peut avoir complexe, préoccupante, négligé, sujet à conversation. Ces mots-là, Emmanuelle Godot, Jean-Marie Bataille, Catel Le Squarnec, qu'est-ce qu'il vous évoque? Emmanuelle Godot. Je ne suis pas vraiment étonnée, je dois dire. En général, quand on dit santé mentale des jeunes, c'est surtout des mots négatifs. Donc là, on y est. Souvent, il y a vulnérabilité qui vient. Là, il n'y est pas, mais il y a fragile. Hein, donc, je pense qu'on est vraiment là. Et ce que je retiendrai quand même pour une note positive, c'est enjeu social. Moi, je crois que c'est vraiment ça la question. Et c'est vraiment pour ça qu'on est là, peut-être, parce que c'est un enjeu social. Et qu'est-ce qu'on en fait et comment on bascule de ces termes plutôt négatifs dans des termes plus positifs. Et au lieu d'avoir peur de l'avenir, on pourrait avoir l'avenir. Hein, parce que quand même, voilà. Donc voilà ce que je dis. Merci. Catel Le Squarnec ou Jean-Marie Bataille qui souhaite... Jean-Marie Bataille. Oui. Alors, pour effectivement compléter ce qu'a dit Madame Godot, on voit bien effectivement que les jeunes, et ça se ressent hein, dans les contacts que l'on peut avoir à la fois, en tout cas moi, dans la clinique ou aussi au sein de l'université, hein, des inquiétudes qui concernent les jeunes, notamment en termes de projection dans l'avenir. Et dans cette arrivée dans une société qui aussi est pleine de questionnements, qui est souvent en mouvance. Et je trouve que moi, ce que ça m'évoque, tout ça, ce qui fait ressortir, alors je voyais en dents de scie, ça me fait m'évoquer un enjeu qui est assez majeur dans le domaine de la question de la santé mentale, qui est celle de comment s'adapter.
comment s'adapter à un monde qui change, comment s'adapter à certaines incertitudes. Et les jeunes, voilà, ils sont confrontés tout autant que le reste de la population. Et on voit bien qu'effectivement, cette question-là de l'adaptation, de la notion d'incertitude, fragilise, hein, c'est le mot qui ressort en premier et peut donner cette sensation d'avoir une santé mentale qui se fragilise. Voilà, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut vraiment ressentir. Ce sera à savoir après comment la société peut à son tour s'adapter pour faire en sorte que tout le monde aille mieux. Catel Le Squarnec, votre ressenti par rapport à ces mots? Oui, en effet, fragile et repéré comme fragile, particulièrement depuis le Covid. Enfin, Jean-Marie Bataille parlait des changements et le Covid a été... Alors ça semble peut-être un peu loin maintenant le Covid, mais on en ressent toujours les effets. Et c'est quand même, je crois, dans ce moment-là particulièrement, que la focale a été mise sur la santé mentale des étudiants et sur la dégradation de la santé mentale, puisque c'est vrai, c'est pas très réjouissant, mais c'est le cas. De plus en plus d'étudiants, parce que moi je parlais de la santé mentale plutôt pour les étudiants, qui ne concerne que la moitié de la population, puisque le reste est sorti des études sur la tranche des 14-25. Donc pour ce qui concerne les étudiants, c'est vrai que de plus en plus d'étudiants qui arrivent à l'université bénéficient d'aménagements en lien avec, pour des troubles psychiques. Donc, en effet, c'est une fragilité qui est de plus en plus notable. Enfin. Et là, dans ce cas-là, s'il y a adaptation, adaptation des modes d'être étudiant, c'est parce qu'il y a une santé mentale dégradée qui est reconnue comme telle, c'est-à-dire des mots sur une pathologie, plus que, c'est peut-être là où Jean-Marie Bataille, il est peut-être utile de faire, au tri, mais Catel Le Squarnec aussi, en tout cas une distinction entre ce qui est de l'ordre de la pathologie et ce qui est de l'ordre du mal-être, qui n'est pas forcément plus facile à vivre, mais qui ne se traite pas et qui ne s'accompagne pas de la même manière. Oui, merci de pointer cet aspect qui est vraiment très important. En fait, la santé mentale, c'est l'affaire de tous. On a tous une santé mentale au même titre que la santé physique, hein, et ça participe au bien-être global, hein, au sens de ce qu'on peut entendre par exemple de la définition de l'OMS, hein, par rapport à la santé, et qui est un élément très central dans la vie de tout à chacun et dans ce sentiment de s'accomplir dans son quotidien, d'être dans une forme d'équilibre. Et la santé mentale, elle est très importante et c'est l'affaire de tous. Et il est important aussi de dire que la santé mentale est différente de la pathologie mentale. On peut avoir en fait dans des moments transitoires, et c'est tout à fait normal de rencontrer des moments où la santé mentale peut se retrouver un petit peu en tension sur certains aspects, à la défaveur plutôt de certains événements, de contextes, mais qui ne nécessairement pas soient synonymes finalement de pathologie mentale. C'est pas de dire que c'est pas important de s'en occuper de ces phases qui peuvent être associées à de la réelle souffrance, mais il est aussi important de bien faire la part des choses dans la mesure où tout n'est pas pathologie mentale, et la pathologie mentale, la psychiatrie, c'est la discipline médicale qui s'occupe des troubles mentaux. Et de faire la part des choses, ça permet quand même à la fois à l'échelle populationnelle d'avoir une forme d'éducation autour de ce qu'est la santé mentale, ce qu'on dit un peu physiologique, ce qui est normal d'attendre d'une santé mentale qui parfois est peut-être un peu en difficulté, et à quel moment il doit y avoir des signes d'alerte qui doivent effectivement peut-être consulter des soins, et pour aussi intervenir très précocement. On a un paradoxe, on vit un paradoxe un peu actuellement autour de cette question du retard diagnostique dans les troubles mentaux, qui est parfois en fait associé au fait que les personnes ont des difficultés à faire la part des choses entre à quel moment je sens que ma santé mentale commence à à se dégrader au point qu'il y ait la possibilité qu'il y ait une pathologie sous-jacente. Et tout l'enjeu, en fait, est de vraiment réussir à transmettre ces informations, ces outils de dépistage, et notamment pour les jeunes, de façon à vraiment aider, parce qu'il y a un frein, en fait, à la consultation
parce qu'on se censure, on a peur d'être stigmatisé, on a peur de la pathologie mentale. Et je pense que l'information autour de ces aspects-là, elle est vraiment très importante. Ouais, Catel Le Scornec, par rapport à ce que vous pouvez voir au quotidien, quel type finalement de personnes viennent vous voir, à quel moment et pour chercher quoi d'ailleurs, notamment au regard de ce que vient de dire Jean-Marie Bataille, c'est-à-dire que si je déforme un petit peu les propos, mais voilà, on entend parler de la santé mentale dans la place publique seulement ces dernières années, donc il y a encore tout un travail à faire d'information, de déstigmatisation avant de venir vous voir. Alors peut-être, j'aimerais déjà dire une chose, c'est que les étudiants qui viennent nous voir ne viennent jamais sans raison. Et c'est-à-dire ou ne viennent pas pour des raisons futiles, disons-nous. Bien souvent, ce qui les amène au premier plan, ce sont des symptômes de type crise d'angoisse, des pertes d'élan, une perte d'élan. Ça peut aussi bien être aussi des idées suicidaires. Enfin, il y a tout un panel de symptômes comme cela. Alors, diagnostiqués ou pas, parfois on a des étudiants qui arrivent au tout début de l'apparition de peut-être quelque chose qui sera un trouble, on ne sait pas. Toujours est-il que, diagnostic ou pas, il existe des moyens d'y pallier pour permettre le bon déroulement des études via les aménagements. Donc ça répond à la question aussi un peu de comment, voilà, qu'est-ce qu'on peut y faire. Donc on a des étudiants dont les profils sont très variés. Peut-être quand même pour rappeler un point, ils viennent aussi dans un moment qui est très particulier, un moment de leur vie, un moment de séparation souvent avec les parents, un moment où ils ont à prendre des responsabilités, à s'autonomiser. Et ça, en plus de tous ces symptômes, ces quelques symptômes que j'ai nommés, ça charrie quand même des questionnements très importants. Des questionnements, alors ça peut prêter à sourire, mais pas du tout. Des questionnements un peu existentiels, aussi parfois des dilemmes moraux. Vous voyez, par exemple, vous êtes étudiant et vous vous destinez à travailler, par exemple, pour une industrie qui pollue. Eh ben, ça peut poser question à l'heure actuelle. Et ce sont des choses qui peuvent paraître anodines, mais pas du tout. Pas du tout. Donc voilà, ce sont des symptômes qui prennent place aussi dans un monde particulier. Je voyais tout à l'heure sur le nuage de mots l'éco-anxiété. Donc on a des symptômes qui s'inscrivent dans des problématiques modernes. Voilà ce que je peux dire un petit peu des profils pour balayer ça à grands traits. Mais ça commence pas toujours, les jeunes ne commencent pas toujours à l'université, ils sont jeunes avant l'université, nous sommes jeunes avant l'université. Emmanuel Godeau, c'est eux qui vous intéressent dans l'enquête nationale et internationale à laquelle vous participez pour les collégiens et les lycéens. Ils vont comment, les collégiens et les lycéens? Parce qu'une partie de ceux qui viennent voir Jean-Marie Bataille ou Catel Le Scornec, certains peuvent déclencher des pathologies tardivement, mais d'autres, il y a déjà un parcours de vie, déjà une santé mentale altérée avant. Alors, le premier message qui me paraît important à dire, c'est que la majorité des adolescents vont bien. Alors moi, je travaille sur les collégiens et les lycéens. Alors la définition de l'adolescence et les bornes de l'adolescence, ça dépend. Pour l'OMS, c'est entre 10 et 19 ans. Donc 18 jusqu'à la fin des 18 ans. Mais il y a aussi des chercheurs qui disent que l'adolescence, ça va jusqu'à 25 ans. En ce cas, les étudiants seraient, en tout cas les jeunes étudiants, seraient encore des adolescents, puisque on sait désormais que le cerveau continue à se développer, en tout cas pour le cortex préfrontal, jusqu'à 25 ans. Donc on pourrait dire, après tout, les étudiants sont des adolescents, des grands adolescents. Bon, donc quoi qu'il en soit, donc globalement ils vont bien. Ils vont un peu moins bien qu'avant, mais globalement ils vont bien, puisqu'ils sont plus de 8 sur 10 à nous dire qu'ils trouvent que leur santé est bonne ou excellente, 8 sur 10 à nous dire qu'ils ont une satisfaction concernant leur vie actuelle. Pour autant, une fois qu'on a dit ça, qui est quand même le message principal, globalement, ils vont bien. Il y en a une certaine frange qui va moins bien. Et mes deux voisins à cette table voient ceux qui vont moins bien. On n'est pas du tout dans la même approche. Moi, j'interroge 10 000 adolescents représentatifs de toute la France et je leur pose toutes sortes de questions sur leur comportement de santé et comment ils vont. Et ils me répondent de la manière dont je viens de vous le dire. Ils n'ont pas vocation à aller voir un psy ou encore moins un psychiatre, etc. Pour autant, donc, ce que je disais, c'est que ce qu'on voit, c'est qu'il y en a quand même une certaine minorité qui ne vont pas si bien et qui, par exemple, ont déjà des
des troubles, on pourrait dire, puisqu'on a autour de 14-15% des collégiens de 4e, 3e et des lycéens qui ont quelque chose qui s'apparenterait à de la dépression. Alors, c'est pareil, on ne fait pas un diagnostic avec une enquête qu'on passe en classe, mais on a quand même un certain nombre de signes qui peuvent être interprétés comme un risque important de dépression. Donc ceux-là, ces 14%, c'est des adolescents qui clairement ne vont pas bien. Et toute la problématique, c'est comment, en tant qu'adultes, à l'école, puisqu'ils sont à l'école, comment on va les repérer les petits signes, peut-être au début, qui sont assez ténus de cet état dépressif dans lequel ils sont susceptibles d'entrer, et qu'est-ce qu'on en fait et comment on les accompagne. Et c'est là où il y a tout un travail en partenariat, etc., pour faire que quand ils vont entrer à la fac ou quand ils auront déjà été un peu identifiés et ils pourront bénéficier de ce dont ils ont besoin une fois qu'ils sont plus chez leurs parents, puisque c'est une vraie problématique. Mais est-ce qu'il y a des profils types dans les 14%, peut-être que ça monte à 20% chez les étudiants, de personnes qui vont pas bien ou qui se sentent un peu dans un entre-deux? Est-ce qu'il y a des conditions particulières qui les amènent dans des états de santé mentale altérés? La première, pour vous, puis ensuite pour vous deux. La première condition, pour moi, qui regarde comme ça, grand angle, c'est le fait d'être une fille. Parce que tous les indicateurs de santé mentale, au moment de l'adolescence, se dégradent, qu'on mesure le bien-être, le mal-être ou l'apparition des troubles. En 6e, ils sont presque pareils, les garçons et les filles. Et puis, au fur et à mesure de l'avancée, et le pire, c'est 3e, seconde, les différences entre les garçons et les filles sont vraiment majeures. Elles ont plus de symptômes, elles sont moins satisfaites de leur vie, elles dorment moins bien, tout est majoré. Puis après, au lycée, disons que ça cesse de s'aggraver chez les filles, et chez les garçons, c'est toujours stable. Voilà. Donc, il y a cette, pour moi, le déterminant le plus fort et celui qu'on voit le plus avec une enquête en population comme ça, c'est vraiment le sexe. Vraiment. C'est lié à quoi? C'est lié au cerveau, c'est lié aux représentations, la place des femmes dans la société. Qu'est-ce qui pourrait... je pousse un peu là. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Enfin, je vais demander à mes camarades de m'aider un peu. C'est lié à plein de choses. C'est lié, je pense, en particulier à l'éducation. On éduque les filles à peut-être plus exprimer leurs sentiments et les garçons à être des durs et des costauds. Donc, ils ne vont pas dire qu'ils ne vont pas bien. Ensuite, on sait que les filles sont beaucoup plus stressées par la réussite scolaire. En un moment de fragilité économique et sociale, réussir à l'école, c'est d'autant important. Donc, elles sont particulièrement surexposées à ce stress. Je pense que ça doit se retrouver chez les étudiants. Là, je parle des jeunes adolescents. Il y a ça. Il y a aussi, pour les jeunes adolescents, une raison qui peut faire qu'on ne se sent pas bien, c'est qu'on entre dans la puberté, on a des règles qui, si elles sont douloureuses, peuvent conduire au fait qu'on ne se sent pas forcément aussi bien que les garçons qui n'ont pas ça à gérer, etc. etc. Donc c'est tout un contexte que, je pense, les filles ne vivent pas comme les garçons, et toute une éducation qui fait qu'elles sont plus façonnées à dire qu'elles ne vont pas et peut-être à ressentir plus fort ou des facteurs extérieurs qui impactent sur comment on se sent, etc. Cathy Le Scornec et Jean-Marie Bataille, est-ce que c'est aussi quelque chose que vous retrouvez? Alors à la fois ce que vient à l'instant de dire Emmanuel Godeau, puis la question que je lui posais précédemment sur est-ce qu'il y a des profils types de personnes qui... en tout cas les personnes qui ont une santé mentale altérée, est-ce qu'il y a du commun parmi toutes ces personnes-là? Alors, je partage effectivement la question assez centrale autour de la santé des jeunes femmes, la santé mentale des jeunes femmes, qui effectivement est un vrai sujet, et qui d'ailleurs, sur ces dernières années, s'est quand même fortement dégradé au regard de celle des hommes. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle beaucoup dans cette frange-là. C'est la question de la sociabilisation et du social, en fait, du lien social. Et on a beaucoup ces discussions au sein du département de santé mentale à l'université de médecine, enfin à la faculté de médecine de Rennes,
qui a été créé cette année sous l'impulsion de Madame Le Doyen, dont je remercie la présence ce soir. On a beaucoup de réflexions autour de justement comment on remarque quand même que l'isolement social est un vecteur important de fragilisation de la santé mentale. Et peut-être aussi dans cette période-là, justement, où ils quittent un milieu social du collège et du lycée, ils arrivent dans un autre environnement. Et donc, il y a beaucoup à faire, en fait, pour se resocialiser. Nous sommes des animaux authentiquement sociaux, quoi. On a vraiment besoin du lien à l'autre. L'autre supporte. Il y a un tissu social qui est vraiment très important. Et peut-être c'est l'une aussi des explications autour du fait que la génération des jeunes qui arrivaient au lycée ou qui rentraient en faculté au moment du Covid, alors ce n'est pas la seule explication, mais l'une des explications quand même qui peut être intéressante à mettre en avant, c'est le fait qu'il y a une cassure dans la gestion des liens sociaux, quoi. Et je pense que ça, c'est un facteur important. Et on a beaucoup de discussions au sein de la faculté de médecine de comment est-ce qu'on peut ramener nos jeunes étudiants à la fac, à vivre ensemble, à parler ensemble des difficultés qu'on peut traverser. Vous évoquiez effectivement le fait que beaucoup d'étudiants venaient consulter les services de santé étudiants autour de symptômes. Il y a aussi le soutien social, le support communautaire est un vecteur aussi très important de protection de la santé mentale. Oui, Catel Le Squarnet, ce que veut dire Jean-Marie Bataille, en fait, c'est que les cours magistraux à l'université, c'est peut-être bien, mais c'est pas forcément là où on fait les liens sociaux les plus évidents. Et d'ailleurs, l'occasion de rappeler que le diapason a notamment été créé justement pour compenser cela, pour trouver d'autres manières de créer du lien social. Je trouve très intéressante cette question du lien social. Parce qu'il y a aussi, je trouve, chez les étudiants qu'on rencontre, un rapport à la solitude qui ne peut pas se régler tout à fait par le lien social, dans la mesure où c'est une solitude qui peut toucher à la dimension du choix. Quand les étudiants ont à faire des choix d'études et des choix de vie, puisque les études conditionnent quand même pas mal de choses pour la suite, ce sont des choix qu'ils ont à faire seuls. Quand ils ont à rédiger des mémoires, à trouver une question, une problématique, à avoir à parler en leur nom, à soutenir un travail de recherche notamment, mais pas que, ça confronte à une certaine solitude. Je trouve que le temps même des études est particulièrement propice à la solitude. Enfin, le temps des études, oui, est propice à ça et ne peut pas tout à fait se régler par le lien social. Bien sûr que le lien social est important, et peut aider dans ces moments-là. Mais ce que je veux dire par là, et ce que je voulais dire dans ce moment de séparation avec les parents, c'est que c'est un moment un peu d'arrachement, un moment de solitude intrinsèque. Mais en effet, le lien social, au-delà de ça, peut répondre à un autre type de solitude. Donc, en effet, il y a tout un tas de dispositifs aussi au sein de l'université pour y pallier, portés par le SSE notamment, mais pas que. Et puis à l'université se rajoute aussi, c'était à présent, mais on en parle de plus en plus, notamment après le Covid, c'est santé mentale altérée, et puis c'est la question de la précarité étudiante. Et là, pareil, c'est pas dans les files d'attente de la banque alimentaire qu'on va se créer des liens sociaux. On peut, mais c'est pas forcément l'idéal pour ça. Ce sont quand même des lieux, je trouve. Y a beaucoup d'étudiants qui sont engagés dans des associations universitaires et qui trouvent un lien. Il y a les épiceries gratuites à l'université Rennes 2, il y a Épifri ici, et je ne suis pas si sûre, je crois que ça participe quand même, et aussi autour de cette valeur de l'entraide. Certains recréent un tissu grâce à ça. Peut-être plus que dans les CM, il faudrait interroger ça. Ouais, du coup, se pose la question comment on fait pour aller chercher ceux qui ne sont pas là. Je vous laisse un moment pour y répondre. On regarde en attendant la deuxième proposition qui vous a été faite avec le deuxième nuage de mots qui était sur la question de qu'est-ce qui génère pour vous et pour votre entourage un mal-être. Capitalisme, l'évolution du monde sont les deux mots qui visiblement, incertitude, voilà les trois mots qui sont les plus forts. Il y a société également, il y a Emmanuel Macron aussi, le mot est assez gros. Voilà, le monde qui va trop vite, la recherche de productivité, le travail, l'anxiété, le manque d'empathie, l'actualité anxiogène, la vision
Individualiste, c'est ça. Donc c'est la société, le travail, le manque de bienveillance et la vision individuelle. Qu'est-ce que ça vous évoque, ces propositions-là, tous les trois? Les traumatismes de violences sexuelles et sexistes aussi. Jean-Marie Bataille. Oui, alors c'est pas de surprise non plus? Non, pas de surprise, mais il y a beaucoup de choses à dire qui sortent un peu d'ailleurs de mon champ, mais bon, c'est pas grave, je donne mon avis quand même. Ce que je trouve vraiment très intéressant là-dedans, c'est cette question quand même très réelle de la conscience qu'ont les jeunes dans le monde dans lequel on vit actuellement. Qui est quand même source d'instabilité. Ça aborde beaucoup de questions autour de l'instabilité réelle, l'instabilité perçue, la façon dont c'est communiqué aussi, l'accès qu'on a à l'information. Il y a quand même une grosse question chez les jeunes et je pense aussi chez les collégiens et les lycéens autour de la consommation des écrans. Notre façon de nous informer, la rapidité de l'information qui parfois est tellement importante, le flot d'information est tellement important, parfois même contradictoire, sans filtre, il y a une certaine forme de violence décomplexée dans ce qui est dans des positionnements qui fait que... Qui est recherché, puisque ça marche par le sentiment, donc les sentiments négatifs sont des sentiments très addictifs. Et tout ça, en fait, participe à un stress ambiant. Le mot c'est en gros. Oui, tout à fait. Et qui comme tout stress, en fait, vous pousse dans vos retranchements et justement vos capacités d'adaptation, quoi. Pourquoi je parle beaucoup d'adaptation? Parce que c'est un concept qui, pour nous, en tant que professionnels de la psychiatrie, est un élément très central dans l'accompagnement des personnes. C'est comment faire pour justement redonner des outils, redonner des compétences d'adaptation à la fois sur les aspects émotionnels, de fonctionnement. Et on voit bien qu'on est on évolue dans un environnement où on est sans cesse sollicité. Et donc tout ça génère effectivement beaucoup de réactivité sur le plan émotionnel. Voilà. Peut-être Corneille et Emmanuel Godeau, comme on vous lisait aussi ces mots-là, Emmanuel Godeau, par rapport à peut-être les mots qui peuvent sortir des enquêtes, et puis Catel par rapport peut-être ces injonctions entre ce qu'on doit faire et ce qu'on aimerait. Moi, je trouve que ça témoigne du fait qu'il n'y a pas la moindre confusion entre le mal-être et les troubles de santé mentale, parce que là, on est vraiment dans des déterminants systémiques de l'environnement, etc., qui vont faire qu'on ne se sent pas bien, pas forcément qui vont nous faire devenir schizophrènes, c'est pas du tout l'idée. Donc ça, je trouve que c'est très bien. Et j'avais pris dans mes notes là un constat qui a été fait par un groupe de psychiatres sur le plan international concernant la santé mentale des adolescents, du Lancet, qui est une revue de médecine bien connue. Et donc, ils avaient identifié, mais ça me paraît vraiment répondre à ça, ils ont dit, aujourd'hui, il y a des méga-tendances mondiales, et dans ces méga-tendances mondiales qui impactent la santé mentale des jeunes, et des ados en particulier, il y a l'aspect économique, les inégalités intergénérationnelles, la dette étudiante, la crise du logement, l'érosion de la sécurité de l'emploi, la précarité, la marginalisation, le changement climatique et le rôle de l'exposition aux médias sociaux, qui peut être à la fois négatif ou jouer comme un médiateur en protégeant. Et vraiment, c'est tout ce qui a été cité là, et qui donc a été identifié au niveau mondial comme tout ce qui est susceptible d'impacter négativement la santé mentale des jeunes, mais aussi peut-être qui peut être vu comme des leviers sur lesquels on pourrait décider ensemble de faire quelque chose.
Catel le Squarnec, alors à la fois par rapport à ces mots-là, puis par rapport à ce que viennent de dire Jean-Marie Bataille et Emmanuel Guignou, qu'est-ce qui peut être mis en place dans les universités rennaises aussi pour pas nier cette réalité-là, mais en tous les cas la prendre en compte et la vivre mieux. Je crois quand la situation le requiert, de pouvoir consulter, de pouvoir s'adresser à un professionnel. Déjà, c'est beaucoup. Pas forcément un psychiatre, pas forcément un psychologue, mais parfois ça peut simplement passer par une consultation auprès des infirmières, auprès d'une infirmière, auprès des services spécialisés. Donc le SSE est là, le BAPU aussi existe. Et le BAPU, c'est le bureau d'aide psychologique universitaire qui peut consulter à une échelle, on va dire, plus étendue que celle de la fac, puisqu'elle peut recevoir des étudiants inscrits dans des écoles non conventionnées par le SSE. Et il y a aussi maintenant quand même les consultations gratuites dans le cadre du dispositif santé psy étudiant qui peuvent permettre pour des étudiants aux prises avec une symptomatologie légère à moyenne qui peuvent permettre de consulter gratuitement et sans avance de frais. Je crois que la consultation peut être un appui quand on se fait un peu trop manger par le monde dans lequel on vit et par ses difficultés. Oui, alors la consultation, ça rejoint la question que je vous proposais juste avant cette deuxième image, qui était comment est-ce que l'on fait pour aller vers les jeunes, en l'occurrence pour vous, vers les étudiants qui ne sont pas dans les réseaux étudiants associatifs ou les moteurs des différentes promotions, qui ne sont pas concernés par tout ce qui peut être mis en place dans l'aide sociale, dans la culture, dans le sport. Comment on fait pour aller voir les personnes les plus isolées qui souffrent elles aussi On fait de la promotion. Dès le début de l'année, mes collègues vont à la rencontre des premières années dans les amphithéâtres pour présenter le service, pour présenter ce qui existe en termes d'offres de soins disponibles à destination des étudiants. Il y a aussi les professeurs qui peuvent être un relais précieux auprès des étudiants. Certains d'entre eux aussi nous contactent pour prendre des informations, savoir comment adresser. Et on a aussi, ça a été mis en place sous l'impulsion du docteur Cazin, qui ne peut pas être là ce soir et qui s'excuse, des ERS, qui sont des étudiants relais santé, qui proposent à longueur d'année des événements qui vont à la rencontre de leurs pairs pour parler de ce qui existe en termes de ressources pour de la consultation en santé mentale, mais pas que, pour aussi les soins pour des problématiques somatiques. Donc on a aussi les ERS qui sont d'un appui précieux. Et bien sûr les étudiants qui sont responsables de BDE, d'associations que nous avons l'occasion de rencontrer dans des temps de sensibilisation à la santé mentale. Et puis donc je vous propose le dernier nuage de mots sur la capacité d'action. Quels sont, selon vous, les leviers et solutions pour aller mieux ? Psy gratuit, vous venez à l'instant d'en parler, je n'avais pas encore découvert les mots, donc c'est le hasard. On a parlé, créer du lien, effectivement, on est toujours sur ces considérations-là. Écoute, empathie, aide sociale, solidarité, qui est aussi un mot important visiblement, et rire également, dans les mots qui sont les plus revenus. Sur les capacités d'action, les leviers et solutions pour aller mieux. Qu'est-ce que ça évoque chez vous, Emmanuel, Jean-Marie, Catel? Il a chanté le plus possible, à gauche, danser, aller au spectacle. Bon, les psys gratuits, je ne vais pas dire le contraire. Je crois que c'est une grande avancée depuis l'été 2021 que de pouvoir faire bénéficier aux étudiants de 12 séances remboursées en libéral. Donc je ne peux que souscrire à ça. Emmanuel Godot, Jean-Marie Bataille. Emmanuel Godot. Si j'extrapole ce qui est marqué là aux adolescents, je trouve qu'il y a des choses qu'on retrouve tout pareil, qui sont des déterminants positifs du bien-être et de la santé mentale. En l'occurrence, faire du sport. Là, il y a la danse aussi, avoir une activité artistique XY, bien dormir. Tous les comportements de santé, tout plein de manières de faire autre chose que pour
pour les collégiens et lycéens, c'est ça, mais c'est pareil pour les étudiants, que toujours être centré sur la réussite scolaire, etc. Donc des espaces où on va pouvoir faire autre chose qui fait plaisir, et si possible avec des pairs, donc dans un groupe et tout ça, où on aura tout ce qu'on retrouve là, l'amitié, la solidarité, etc. Tout ça va contribuer à améliorer la santé mentale et à faire augmenter le bien-être des jeunes, et puis pas que des jeunes, des vieux aussi d'ailleurs, en passant, mais là on parle des jeunes, et voilà, donc on retrouve là-dedans tous les déterminants positifs sur lesquels il faut mettre le paquet si on veut que les gens aient mieux. Jean-Marie Bataille. Oui, tout à fait. Alors, c'est très intéressant là ce qui est affiché, hein, c'est-à-dire que d'abord pour éviter d'avoir recours au psy gratuit, c'est aussi prendre soin de sa santé mentale, et tous les axes de prévention ressortent là, hein. L'activité physique est un média très important. Il est très bénéfique pour la santé cérébrale, pour le sentiment d'accomplissement. Il y a aussi tous les aspects autour de... alors, il y a tout ce qui est de l'ordre de la créativité, la musique. On sait que c'est très, très protecteur sur le plan de la santé mentale. J'irais même jusque dire la spiritualité. On sait que la notion il y a le mot foi. Il y a le mot foi. Au milieu, La spiritualité est très protectrice, quelle qu'elle soit d'ailleurs, parce que ça, ça permet d'avoir des temps de réflexion interne, de se projeter, de casser, de briser un peu cette espèce d'accélération qu'il peut y avoir, qu'on a pu pointer tout à l'heure autour de cette vie qui peut être parfois alimentée par beaucoup d'informations anxiogènes. Et il y a aussi, je pense, des choses peut-être qui je ne sais pas si ça ressort là, mais autour de l'hygiène de vie, autour de sa santé mentale. On parlait du sommeil, hein, d'apprendre à bien dormir, de se connaître, de mieux se connaître pour mieux se reposer. D'avoir des temps de pause, il faut avoir des temps de pause, quoi. Il faut récupérer, c'est hyper important pour sa santé mentale. J'irais même jusque dire c'est bien de s'ennuyer des fois, c'est pas non plus très négatif, ça permet aussi de faire une pause sur les sollicitations qu'on peut avoir sur le plan psychique. Et puis peut-être qu'on l'abordera tout à l'heure au travers des questions, mais il y a la question aussi des addictions. Et donc ça, tous ces axes de prévention sont vraiment très importants. Et puis il y a aussi quelque chose, un aspect assez central, c'est la question de l'éco-anxiété. Et au sein des universités, il y a et pas que d'ailleurs, hein, mais il y a des réflexions autour de comment quelle position on a par rapport à l'écologie, qu'est-ce qu'on souhaite comme environnement pour sa fac et puis pour son futur. Et ça, je trouve que c'est des choses importantes à réfléchir. Catel Le Scornac, vous avez repris le micro, c'est que vous avez certainement quelque chose à ajouter avant vos questions. J'ai trouvé ça très amusant, stop au développement personnel. Et en effet, si le développement personnel consiste à être pris dans un tas d'injonctions, il faut faire ceci, il faut faire cela, ça aussi, en effet, ça peut rendre un peu malheureux. Et en effet, c'est beaucoup plus intéressant de trouver ses propres solutions, qui sont peut-être pas standards ou dans l'air du temps, mais qui conviennent vraiment à soi-même en fonction de sa singularité. Donc, ça, c'est très amusant. Et pourtant, depuis quelques années, les librairies ont des rayons entiers de développement personnel. On devrait aller mieux. On devrait. Vu le nombre de titres qui sortent chaque année là-dessus. Vraisemblablement, ça ne marche pas, puisque sinon, il n'y en aurait peut-être que un ou deux, mais il y en a profusion. Mais celui non plus être riche, je ne l'ai pas non plus trouvé. Ah bon, ouais. Mince. Vous n'avez pas reçu le mail. Non. Je vous remercie beaucoup Emmanuel Godeau, Jean-Marie Bataille, Catel Le Scornac. Voilà, deuxième temps de notre soirée ensemble. Nous allons nous intéresser aux relations entre art et soins. Qu'est-ce que l'art permet de dire, de comprendre, de révéler,
mais aussi comment peut-il être mobilisé dans un parcours de soins. Et puis, puisque nous avons avec nous des artistes, comment ils font face à ces questions de santé mentale dans leur création, dans leur manière de penser ou d'impliquer différentes personnes pour répondre à ces questions. Donc Cécile Barbedette, on vient de vous voir à l'image dans cette vidéo qui avait été réalisée pour TVRN. Vous êtes chorégraphe pour la compagnie Dana. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler quel était le point de départ et l'objectif de ce projet chorégraphique qui s'est passé donc notamment au Conservatoire de Rennes? Bonsoir. Ce projet existe depuis maintenant près de 10 ans. Donc j'interviens, et la compagnie Dana intervient depuis plus de 15 ans à l'IME du Trisquet à la Bru. Et en s'implantant justement pendant plusieurs années dans un institut... pardon, excusez-moi, je suis un petit peu stressée. Tout va bien. Vous avez à côté quelqu'un qui vous aidera. N'inquiétez pas. Et donc, au fur et à mesure du temps, voilà, il y a eu ces ateliers de danse qui se sont passés d'abord de manière hebdomadaire. Et puis, il y a eu des temps avec les parents, des ateliers parents-enfants qui se sont passés aussi. Au fur et à mesure, on a vraiment rencontré ces jeunes et leurs familles. Et puis, à un moment, les jeunes ont grandi et on s'est rendu... Enfin, voilà, on a senti la possibilité d'aller plutôt s'adresser à sortir de l'IME et du coup créer une passerelle vers une structure culturelle. C'était il y a plus de 10 ans et à cette époque-là particulièrement, il y en avait vraiment très peu. Donc on a contacté plusieurs structures culturelles et c'est avec le conservatoire donc, que ça a pris. D'abord sur un petit nombre d'ateliers, on s'est rencontrés vraiment au fur et à mesure et puis vraiment c'est l'idée que ça prend forme avec les participants. C'est vraiment quelque chose où depuis le début on essaie de réfléchir avec les familles, avec les participants, avec les professionnels du coup de l'IME et du conservatoire, comment est-ce que ça garde du sens. Et donc au fur et à mesure voilà, ça s'est développé. Cette année là ça vient juste de reprendre. On a eu notre premier atelier samedi dernier. Et donc là, ça s'adresse à des élèves du conservatoire de musique, des élèves musiciens, mais aussi des élèves comédiens, comédiennes. Danseurs, danseuses, on n'a pas encore réussi vraiment à les choper, mais un jour, on y croit. Par contre, une des enseignantes du conservatoire de danse commence à nous accompagner. C'est la première année. Donc c'est aussi, voilà, comme ça, comment est-ce qu'on ouvre. Et vraiment, on a ouvert, au début, on a entrouvert, vraiment, on a calé notre pied dans la porte. Et puis, au fur et à mesure, vraiment, l'institution, le conservatoire s'empare vraiment du projet. Et du coup, ça prend forme, nous laisse de plus en plus de la place, de la confiance et de la visibilité peu à peu. Et c'est vraiment super. Enfin, moi, je regarde Elisabeth, qui est éducatrice là-bas et qui m'accompagne sur les ateliers. Mais c'est vraiment un bonheur, ce projet. On voit tout le monde qui se transforme chaque année, quoi. Un changement de regard aussi. Oui, certainement. Et pour tout le monde et surtout. Et voilà. Sur toutes les représentations qui sont dans la société de toute façon et qui sont évidemment drainées avec les questions du handicap. On y reviendra, j'espère, parce que je crois que c'est important. Mais aussi vraiment sur celle du conservatoire. Enfin voilà, ce que les institutions aussi... pareil, engrangent comme représentation. La question de la danse aussi et de la musique. Je crois que pour les élèves aussi du conservatoire, comment on les déplace d'un endroit au conservatoire qui va être plus technique, plus performatif, à des endroits où on les amène à danser alors qu'ils sont musiciens, donc on les ramène aussi un peu là-dedans, et où il y a énormément d'improvisation, et on met en avant vraiment la sensibilité de chacun, quoi. Alors je vous disais, par rapport à votre stress, qu'à côté vous avez quelqu'un qui pouvait peut-être vous aider, c'est vous, Anne-Isabelle Lucas, puisque vous avez mis en dessin cette bande dessinée qui est intitulée La vie est un long stress possible, puisque c'est tranquille, pardon, oh là, la vie est un long stress tranquille, possible aussi, avec le scénariste Jean-François Marmillon et puis la psychologue Anaïs Roux, qui est aussi l'un des personnages que vous avez mis en dessin dans cet album paru aux éditions des Arènes. C'est un album qui raconte le stress du mécanisme naturel que nous avons tous là, en tous les cas dans cette partie évidemment de la salle, mais aussi jusqu'à au moment où ça peut devenir un trouble très handicapant dans la vie. Pour cela, vous invitez à suivre le parcours d'Anaïs et puis de trois jeunes, puisque c'est une conversation
qui est cette bande dessinée pour expliquer tous les mécanismes et puis donner aussi des pistes pour reprendre le contrôle de nos vies. Cet album, il vous a permis, vous, de contrôler le stress ce soir ? Je sais pas, bonjour. Il m'a aidé, honnêtement, il m'a aidé. Quand je l'illustrais, j'ai eu pas mal d'angoisse que j'ai depuis très longtemps. Et je sais que je l'ai relu alors que je faisais une pause dans mon travail, je l'ai relu alors que j'étais en vacances. Et ça m'a aidé, j'ai fait de la cohérence cardiaque. Je suis pas la meilleure des élèves, mais ça marche. Et en fait, quand on va bien, il faut qu'on s'y mette, parce que c'est quand on va bien qu'on a la motivation de s'y mettre. Et j'ai aussi repris, à la suite de la BD, j'ai reconsulté, parce que je consulte depuis longtemps, et là ça faisait longtemps, et je me suis dit que ça me ferait du bien d'être suivie aussi. Donc je ne suis pas la spécialiste, moi je suis l'illustratrice, mais en tout cas c'est des projets qui me font du bien, parce que si je peux aider les autres et m'aider, et voilà, c'est l'essentiel. C'est pour ça que je fais ce métier. Ouais, c'est comme ça qu'est né le projet pour vous, quand il est arrivé jusqu'à vous. La santé mentale, c'est un sujet qui m'intéresse depuis toujours. Enfant, j'ai consulté parce que j'étais angoissée, j'avais du mal à aller à l'école. Et en fait, ça m'a vraiment aidée d'aller voir quelqu'un, et je me suis dit, mais c'est fou, j'aimerais vraiment pouvoir en parler. Et vu que je ne suis pas la meilleure scénariste, je me suis dit, je vais y mettre quand même, je vais participer à des projets comme ça pour parler de santé mentale. Et moi, mon petit truc, c'est le dessin, et c'est par le dessin que j'en parle. Pour aussi mettre en dessin en l'occurrence, et en mots aussi, des sensations que vous pouviez expérimenter avant et vous n'aviez pas forcément conscientisé ou compris, ou est-ce que c'est ça aussi que pour vous que sert l'art, c'est-à-dire qu'il peut aussi révéler, on peut aussi se reconnaître dans des choses qu'on n'a pas forcément bien appréhendées, qui nous arrivent au quotidien? Ouais, en tout cas, je pense que je me rendais pas assez compte à l'époque, quand j'étais enfant, que en fait, je me mettais dans ma bulle, et moi, mes cahiers à l'école, c'est pas des notes, c'est des dessins. Et en fait, ça me permettait de m'évader, d'avoir mon truc à moi, et ouais, je sais pas si ça m'a sauvée, mais en tout cas, ça fait partie de moi, et c'est quelque chose que j'entretiens parce que ça me fait beaucoup de bien de dessiner. Et maintenant, c'est mon métier, donc c'est génial. C'est encore mieux. Romain Brosseau, vous êtes acteur et metteur en scène du groupe Odyssée, dont vous êtes le directeur artistique du projet, qu'on va voir on va voir un fragment dans un instant, qui s'intitule alors je ne sais jamais comment on dit, ceux et celles. Voilà. C'est eux qui nous entourent, avec donc la MJC du Grand Cordel. C'est un projet qui est en résidence, qui vous amène en résidence au centre hospitalier Guillaume Régnier, parce que vous menez ce projet au cœur d'un lieu de soins et d'accueil. Le but, c'est de faire émerger des voix que l'on n'entend pas d'habitude ou que l'on met à distance d'habitude. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette quête des voix avant d'aller les mettre en scène et sur scène? Alors, je crois que ce qui m'intéresse de base dans le théâtre, c'est de faire entendre des voix qu'on n'entend pas. Et à l'invitation du Grand Cordel, moi je n'avais jamais mis les pieds en psychiatrie. C'était un domaine qui était assez loin de moi, et en fait ça m'a intéressé de pas connaître, de pas du tout savoir, de pas avoir de passif, que ce soit dans ma vie perso ou professionnelle. Donc ça m'a intéressé d'y aller, et on y allait en conscience parce qu'on est 5 dans l'équipe, et c'était la même chose pour tout le monde. Et on y allait en conscience. On a mis 1 an, par exemple, évidemment, on a fait des choses, mais la première année s'appelait Se rencontrer, puisqu'il fallait qu'on rencontre les gens avec qui on allait travailler. Et que aussi, nous, dans l'hôpital, on rencontre les lieux dans lesquels on allait travailler. Et donc, ça m'intéressait de base, de toute façon, de faire entendre ces voix, ces récits, et puis aussi parce que je pense qu'à l'intérieur de ce qui se raconte dans ce projet, les cadres qu'on pose grâce au théâtre, à l'écriture, à l'enregistrement, eh bien, il y a des voix que même les principales concernés ne savaient même pas qu'ils pouvaient dire ça ou qu'ils pouvaient faire ça. Voilà, moi, c'était l'objectif du projet, c'était ça, et on ne s'est pas trop trompé. Là, on est sur la 3e année, et c'est quelque chose qui se passe plutôt bien.
Des voix qui vous paraissaient étrangères, ou comme je le proposais à Isabelle Lucas comme question, ça permet aussi l'art de rapprocher, de mettre en mots des choses sans forcément être concernées par la psychiatrie à un niveau assez soutenu. Il y a quand même une correspondance, il y a quand même quelque chose de commun, de semblable. Surtout, c'est que très vite, tous les membres de l'équipe, on s'est dit que, comme si c'était quelque chose qui était très loin de nous, mais pas du tout. Parce qu'en fait, quand on commence à creuser, c'est peut-être pas diagnostiqué, mais des personnes qui ont des troubles, qui ont des grands coups de mou, on en a croisé, on a pu l'être, ou on vit avec. Et bon, voilà, c'est juste pour dire que en fait, très vite, on s'est dit voilà, on est tous ensemble, et on pourrait être, les places pourraient s'échanger. Enfin, je pourrais être à leur place au moindre faux pas, parce que le monde est violent et que c'est pas parce qu'on est artiste qu'on n'est pas à l'hôpital psychiatrique. On pourrait très bien aussi avoir besoin à un moment d'un espace un peu plus adapté, d'un peu de douceur, un peu de soin pour supporter ce monde-là. Et puis je poserai la question similaire à Cécile Barbelette, avec notamment les acteurs du monde de handicap que vous avez mobilisés dans votre projet. Comment est-ce que ces acteurs-là, Romain Rousseau, donc à Guillaume Régnier, se sont saisis de l'art aussi pour qu'il ait la pratique, en tout cas que vous proposez, qu'il y ait une place dans le parcours de soins des personnes qu'ils accompagnent? Si c'est le cas ou pas d'ailleurs. Ça, moi, tout ce qui va relever du soin, je ne vous répondrai pas. Parce que je l'ai déjà dit au téléphone. Si, je peux dire des choses, mais moi, je suis artiste et vraiment, c'était un truc qui était très, très, très important de ne jamais vouloir se dire « Ah, on est en train de soigner. » Jamais, jamais. Donc ça, je ne peux pas vous dire. Il y a des soignants et des soignantes avec qui on travaille qui pourraient vous le dire. Je sais que oui. Et c'est aussi parce que ces personnes-là, les soignants et les soignantes avec qui on travaille, les ateliers qu'on fait, c'est pas que pour les patients, patientes, résidents, résidentes, c'est aussi pour les soignantes. Et c'est hyper important parce que c'est des relais. On construit le projet avec ces personnes-là. Et je vois bien les endroits où on a des relais formidables. Il peut se passer des choses super. Et puis il y a des moments où ça se passe pas. Et donc c'est plus dur à mettre en place. Mais du coup, c'est ces gens-là qui décident aussi à quel moment telle personne, cet atelier théâtre, ça va être super, l'écriture, le chant, voilà. Cécile Barbelette, comment est-ce que votre projet aussi par les acteurs du handicap, à l'IME, donc c'est du médico-éducatif ou dans d'autres endroits, peuvent se saisir de votre proposition aussi dans un parcours de soins ou un parcours de vie, d'adaptation, de réadaptation de personnes? Alors pareil que Romain, je ne me positionne pas à l'endroit du soin, d'autant que particulièrement plus dans le milieu du handicap, beaucoup de choses vont devenir thérapeutiques. Et du coup, on revendique vraiment avec la compagnie un endroit aussi qui est de la pratique artistique, d'être plongé dans un processus de création. Enfin voilà, et du coup, c'est vraiment en tant qu'individu. Et pour moi, ce que je vise là-dedans, oui, c'est vraiment la question de l'émancipation, qui pour moi est... Je ne la mets pas au niveau du soin, mais par contre du parcours de vie, oui. Et je crois qu'on en a tous besoin. Du coup, l'émancipation, je la mets du côté de se réapproprier son corps, qui peuvent être beaucoup médicalisés dans le milieu du handicap, d'autant plus, mais dans des parcours de soins aussi. Donc, de retrouver des sensations dans le corps qui soient plaisantes. Enfin, voilà. D'ouvrir du vocabulaire, d'aller chercher dans les fondamentaux de la danse. Il y a plein de choses qu'on amène à venir goûter, et je crois qu'ils font du bien, qu'ils soutiennent. De travailler la relation à l'autre, la relation au groupe. Ça, pour moi, c'est aussi redonner un peu du potentiel d'agir vraiment, quoi. Donc, c'est vraiment à ces endroits-là que je vais venir travailler avec vraiment une manière assez poreuse de faire, je crois, j'espère, sur le fait que je fais des propositions, mais qu'on y va tous ensemble et que à n'importe quel moment, enfin, voilà. Je suis toujours dans l'idée de rester dans l'écoute et qu'on crée ensemble et qu'on passe un moment ensemble. Et en essayant du coup d'horizontaliser au maximum les choses, ou en tout cas d'être dans vraiment le partage. Je viens faire des propositions, mais chaque corps a une diversité de gestuels que je trouve magnifique et du coup qui vient nourrir tout le monde. Et ça, je crois que ça peut être émancipateur d'être vraiment positionné en tant que créateur, créatrice de leur danse. Voilà, ça je crois que c'est émancipateur, j'espère. Mais pour ça, il faut du temps par contre. C'est pas
en intervenant une fois ou sur une semaine que ça se passe. Est-ce que C'est c'est des aussi, années, je crois. est-ce que c'est aussi faisable parce qu'il y a un objectif commun qui peut être une restitution, qui peut être un spectacle, et c'est pas une intervention, effectivement, un cours de danse pour se réapproprier son corps le temps d'une heure ici ou là? Oui, et je trouve que ce qui est le plus merveilleux surtout, c'est quand il n'y a pas d'objectif. Et qu'à partir du moment où il n'y a pas d'objectif, on ouvre des possibles. Et que du coup, justement, qu'en cours de route, il y a une restitution, il y a quelque chose qui se passe parce qu'on sent qu'il y a l'envie qui est là, et non pas l'inverse. Sur le projet du conservatoire, pendant des années, on a fonctionné sans restitution. Et puis, on a fait une exposition, du coup, photo et sonore, qui a amené déjà le fait d'aller se voir. Enfin voilà, on y a été vraiment petit à petit. On a travaillé après avec un ciné-concert, du coup, de se voir à l'écran. Enfin voilà, avec les jeunes, on a cheminé comme ça. Là, il se trouve que le groupe de danseuses avec qui j'ai le bonheur de danser adore. Enfin, je crois que vraiment l'endroit de la restitution, on a fait un autre projet avant où elles ont trouvé beaucoup de plaisir et où on a pu jouer plusieurs fois. Donc, ça a été vers une restitution parce que ça avait du sens pour elles et qu'il y avait cette envie-là. Et je crois qu'il faut vraiment faire attention en tant qu'artiste à pas trop projeter nos propres envies à nous de création et rester vraiment dans l'écoute et le partage. Ouais. Anne-Isabelle Lucas, comment vous entendez ce qui vient d'être dit par Romain et par Cécile, notamment à la fois dans votre pratique et puis dans ce que vous mettez en scène, c'est-à-dire cette psychologue Anaïs Roux, dans la manière dont elle va expliquer, mais aussi donner des clés pour maîtriser son stress, reprendre sa vie, la place de l'art là-dedans. Moi, ça m'a parlé, le fait de ne pas avoir trop d'objectifs. C'est vrai que souvent, quand je commence un dessin et que je le fais sans avoir d'attente ou sans me mettre la pression, il est plus beau, il est beaucoup mieux. Et en fait, quand je dessine sans réfléchir, en tout cas en me laissant aller à l'imagination, c'est souvent mieux que quand je veux représenter quelque chose de précis, quand j'ai une exigence envers moi-même et je le vois vraiment sur le résultat. Donc, quand on n'attend pas un résultat, en tout cas, souvent le résultat est mieux. Voilà. Compliqué parce que là il y avait une bande dessinée, c'est-à-dire qu'il y avait un scénario qui était construit, probablement comme tous les autrices de bande dessinée, il y a l'éditeur à un moment qui dit faut rendre les planches à l'heure. Non, parce que je me mets la pression toute seule. Donc j'avais un planning très très précis, j'avais même une semaine où j'avais le droit de tomber malade si je voulais. Et j'ai rendu une semaine en avance du coup. Non, je suis très pour ça, je me mets la pression toute seule. Depuis que je suis enfant, on me dit que je me mets la pression toute seule, donc personne n'a besoin de me mettre la pression pour ça. Non, mais je sais pas, j'ai passé un très bon moment. Ça a été 6 mois vraiment chouette de faire la BD. Et je pense que j'avais des peurs qui sont arrivées derrière, mais que en fait, ça me fait peur aujourd'hui de savoir qu'il y a des milliers de gens qui ont lu cette BD que j'ai illustrée, mais à l'époque, j'avais pas ça en tête et du coup, c'est passé. Alors avant qu'on regarde quelques planches et puis que vous les commentiez, je vous propose qu'on revienne vers vous, Romain, pour voir ce que vous proposez. En tous les cas, une captation de cette mise en mots, en paroles, des personnes avec qui vous travaillez pour le groupe Odyssée. Vous voulez dire un petit mot avant, mais vous avez le droit, mais dans le micro dans ce cas-là. Bien sûr. Oui, je veux juste présenter ce que c'est. C'est à l'issue de la... Donc c'est un jumelage sur 3 ans. C'est à l'issue de la 2e année de jumelage. On a travaillé une semaine avec l'équipe. Donc on est 3 comédiennes, metteurs, metteuses en scène, une autrice et une créatrice sonore. Et on a travaillé pendant une semaine sur les matériaux, tout ce qu'on a récupéré, ce qu'on a écrit, ce qu'on a enregistré. Et là, c'est un résumé de ce qu'on a présenté. Donc c'est les membres de l'équipe artistique. On n'est pas du tout dans les unités de Guillaume Régnier, c'est pas du tout avec des patientes, c'est juste pour le contextualiser. En tant qu'artiste, qu'est-ce que ça vous fait? Je vous pose la question à tous les 3, jusqu'où est-ce que travailler avec, donc là en l'occurrence des personnes qui sont patientes ou qui travaillent à Guillaume Régnier, vous les personnes qui sont les IME et dans d'autres instituts, et puis vous, Anne-Isabelle Lucas, sur la bande dessinée avec une psychologue, jusqu'où est-ce que ça peut venir redéfinir, re-questionner votre position d'artiste et donc la création, l'imaginaire que vous pouvez déployer à partir de cela? Qui souhaite répondre à cette petite question? Romain Brosseau. Faites des politesses. Qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous bouleverse. Et je pense qu'il ne faut pas s'en empêcher. Par contre, il faut rester vigilant.
parce qu'on n'est jamais seul artiste avec des patientes ou des résidentes, on est toujours avec des soignantes, et c'est important parce qu'il y a un moment, il y a une situation qui demande un savoir-faire, qui demande une réaction. Alors, au bout de 3 ans, on commence un peu à choper, à reconnaître, nous aussi en tant que... on mène des ateliers, on mène un groupe, et donc on est à l'écoute de ça, et on le fait à d'autres endroits. Évidemment, quand on est en psychiatrie, c'est encore plus particulier. Là, je ne sais pas si c'était bien clair, mais je crois qu'on entendait moins bien que vous, mais on intervient aussi donc à l'UHSA, les unités hospitalières spécialement aménagées. Donc, c'est les cellules de psychiatrie en prison. Donc là, on a double contexte. Voilà, donc il faut... on est bouleversé par ces rencontres. Ça nous pose des questions. Moi, j'ai demandé à toute l'équipe d'écrire des journaux de bord. Et on essaie de faire un peu un lien aussi avec nos vies, avec notre lecture de la société, avec notre lecture de la politique. On a travaillé je rebondis sur la table ronde précédente. La première intervention en pédopsychiatrie, on n'était qu'avec des jeunes filles, des ados. Et on s'est dit, tiens, il n'y a pas de garçons là. Et voilà, et les troubles, c'est un peu ce qu'on pouvait imaginer pour des jeunes adolescentes. Donc ça nous bouleverse, ça change notre vision des choses. En même temps, c'est en tant qu'artiste que vous pouvez aller à la rencontre de ces publics-là dans ces situations-là. Ouais, parce que par exemple, donc il y a le Gaël Briens du CSTC, qui est le Centre sociothérapeutique et culturel de Guillaume Régnier, qui est là, avec qui on travaille beaucoup depuis 3 ans. Et par exemple, on passe du temps dans cette cafette. C'est une cafette avec un bar, pour ceux qui ne connaissent pas, une épicerie. Et il y a des gens qui, par exemple, sont là et sont pris un peu d'amour pour nous, parce qu'on est différents, ils nous croisent et tout ça, machin. Mais on ne travaille pas avec eux. On ne travaille pas avec ces personnes-là, on ne fait pas d'atelier. Et bien là, le rapport, et on sent que ça peut vriller. Parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de cadre, on n'est pas en train de créer quelque chose ensemble, on est juste dans un lien qui est important, mais attention à l'affect, quoi. Parce qu'on vient aussi, il faut avoir conscience qu'on vient apporter quelque chose. C'est une soupape, c'est une respiration, c'est parfois un échappatoire, mais du coup, ça peut aussi représenter beaucoup. Et moi, je ne demande pas à représenter trop. Cécile Barbalet, votre regard aussi sur cette position-là d'artiste? Je crois que j'ai commencé mon travail d'artiste à ces endroits-là, parce que pour moi, c'était à ces endroits-là que ça avait du sens. J'ai commencé à accompagner Anna Maria Fernandez, qui a créé la compagnie d'Anna à l'IME, justement, de Bru, dans lequel je suis toujours 15 ans après. Et ça m'a bouleversée à plein d'endroits. Ce qui m'a bouleversée, c'était à la fois les individus, tout ce qu'on se racontait à travers nos corps, qui n'avaient pas besoin de mots. Et ça me touche vraiment dans la danse. Et à cette IME-là, à l'époque, c'était des jeunes qui ne parlaient pas. Et du coup, les espaces de communication étaient tellement énormes qu'ils m'ont bouleversée et qui, en tout cas, ont aussi m'ont fait découvrir à quel point la question de l'accessibilité des pratiques artistiques n'était pas la même pour tous et toutes. Et ça m'a vraiment donné envie de m'impliquer à cet endroit-là. D'autant plus, il y a 15 ans, c'était d'autant moins fréquent. Et du coup, pour moi, ça a toujours pris du sens à cet endroit-là. Et avec aussi la question il et elle m'ont fait découvrir la danse à un autre endroit, qui est vraiment venu me saisir. Et je pense que s'il n'y avait pas eu ces rencontres, je ne suis pas sûre que je serais artiste aujourd'hui. Et je continue à cheminer avec chacune et chacun d'entre elles, et c'est merveilleux. Il y a la question pour vous deux, puis après j'interrogerai Anne-Isabelle Lucas de comment on se saisit de ce qu'ils apportent, de leurs paroles, pour être dans le vrai, pour témoigner de ce qu'ils ont à dire. Comment ça vous interroge? Vous avez insisté, Cécile Barbalet, sur votre première réponse, sur le fait qu'il y avait vraiment une co-construction. C'est aussi ça qui permet d'être dans le vrai? Oui, et d'autant plus quand on est avec des personnes qui ne parlent pas. C'est une vraie question extrêmement importante à laquelle je ne peux pas vraiment répondre. Donc, je ne fais que ressentir et je crois que c'est vraiment tout notre travail pour Yel, dans les ateliers comme pour moi. On vient s'écouter, on vient essayer de partager quelque chose. Les professionnels aussi des institutions nous apprennent énormément là-dedans.
Moi, je sais que par exemple, je ne veux pas avoir, quand je travaille dans des nouvelles institutions ou même dans les anciennes, je ne veux pas avoir à faire au dossier médical. Pour moi, c'est pas mon endroit. Et du coup, ça va m'obliger à être d'autant plus dans l'écoute et ne surtout rien calquer, d'autant que j'ai fait des études de psychologie avant de me diriger vers la danse à Rennes 2. Et du coup, j'étais contente de ne rien en savoir et vraiment continuer à être dans le ressenti, dans l'écoute, pour essayer de rester tout le temps au plus juste et en échangeant si besoin, notamment sur le projet avec le conservatoire. On a vraiment fait, sur quelques années, une grosse évaluation un peu du projet pour essayer de rester au plus juste. Et ça nous a permis aussi de mieux comprendre tout ce qui se jouait et qui nous échappait à plein d'échelles différentes. Donc voilà, on a beaucoup échangé avec les familles sur ces questions et pardon, je me suis perdue dans ma réponse. Mais c'était très bien quand même, vous vous inquiétez pas. Romain Brosson fait de la question, c'est comment ne pas se tromper. Elle peut être caricaturée de cette manière-là. Non, mais rapidement, je pense que je rejoins Cécile qui disait tout à l'heure pas d'objectif. Je pense que la première chose à faire, c'est ouvrir les vannes. Et il y a des moments, c'est dur. Moi, je me rappelle une fois, c'était très dur. Donc, je suis même allé, j'ai été manger ailleurs parce que je pouvais pas ouvrir les vannes tout de suite. Mais accueillir, en fait, recevoir la parole, recevoir les rencontres, sans se dire, ah tiens, ça va être dans tel truc que je vais faire. Surtout pas, parce que ça n'a aucun sens. Donc, accueillir. Nous, on essaie au maximum de donner des cadres précis, parce qu'on sait que c'est rassurant aussi, de savoir ce qu'on va faire, d'expliquer, ne jamais obliger, bien sûr. Restitution, on verra bien où on en est au bout de la semaine. Et puis aussi, après, quand on est dans l'écriture ou dans le montage, quand on retravaille des choses, se dire que tous ces fragments, en fait, ont une importance. C'est des récits précieux. Et souvent, c'est parce que d'un seul coup, il y a un cadre artistique et les gens ont confiance et se livrent, en fait, d'une certaine manière. Et sont OK pour livrer cette intimité-là à nous, mais dans le cadre du projet, bien sûr. Allez-y, Cécile. Merci Romain, ça m'a permis de retrouver ma pensée. Effectivement, la question du cadre, je trouve, est super important de créer un cadre capacitant. Les personnes du coup, avec lesquelles je travaille sont beaucoup en situation de handicap et j'aime bien cette définition du handicap de la loi 2005 qui parle du coup des déficiences, des pathologies, des singularités des personnes, mais qui vient croiser aussi avec le contexte, l'environnement, qui permet ou pas. Et ça, pour moi, c'est vraiment important quand j'arrive dans une structure ou même tout au long, d'essayer de réfléchir à comment est-ce que je ne remets pas en place des choses qui vont mettre les personnes en situation de handicap. Comment est-ce que je pense du coup un cadre qui permette de venir soutenir chacun, chacune à l'endroit qui du coup est juste et donc parce que effectivement, enfin voilà, je crois que les barrières elles sont sociétales, elles sont environnementales, mais elles sont aussi sociétales, elles sont aussi sociales, tous les préjugés, etc. Donc comment on travaille là-dessus avec les professionnels aussi des structures pour vraiment faire un cadre accueillant, safe. Ça c'est vraiment important pour qu'ils puissent se déployer des belles choses. Anne-Isabelle Lucas, comment vous entendez ça, vous qui venez d'un tout autre art, qui est l'art un peu solitaire de la bande dessinée, et qui en plus partagez la conduite du récit avec un scénariste et une psychologue que vous mettez en scène. Moi, c'est très différent. Je travaille toute seule. Finalement, Anaïs, je l'ai rencontrée qu'à la sortie de la bande dessinée. On s'est écrit des mails, mais on ne s'est jamais rencontrés avant, donc... honnêtement, je suis là pour mettre en avant son propos, leurs propos au scénariste et à la psychologue, mais moi je suis qu'illustratrice et c'est vrai que c'est ce qui me pèse le plus dans mon travail, c'est que je suis très seule et donc j'ai dû trouver des alternatives dans mon métier et maintenant je travaille aussi dans une entreprise, je dessine beaucoup dans les cafés, ça me permet de rencontrer du monde, d'avoir un lien social, un lien humain. Et quand je fais des dédicaces, en fait, c'est hyper important, les dédicaces, de rencontrer du monde. Là, il y a 2 semaines, j'ai dédicacé un livre et j'ai dessiné un enfant qui se baladait et je l'ai offert à la maman et elle était toute contente et elle a pleuré. Et je me suis dit, c'est à ça que je sers, en fait. Si je peux dessiner des enfants de dos et que les parents sont ravis, c'est bon, j'ai fait mon taf.
Et je reviens sur la question, on dit effectivement vous mettiez en dessin les mots d'autres, en même temps vous avez commencé cette table ronde en racontant votre propre histoire, qui c'était aussi des sujets qui vous concernaient, donc comment vous avez composé avec cela, vous qui avez eu donc que des échanges à distance avec la psychologue. Non, je pensais beaucoup à Anne-Isabelle Enfant qui, par exemple, je lisais très peu et donc ça m'aurait bien aidé d'avoir de la bande dessinée sur ces sujets-là. Et donc je pensais un peu à qu'est-ce que dans le dessin, qu'est-ce qui m'aurait attiré, qu'est-ce qui aurait fait que je me serais rapprochée d'un livre comme ça, enfant, plus jeune. On ouvre l'album ? Ouais, si vous voulez. Si Mathieu, vous pouvez nous présenter quelques images. Alors en plus, on a la chance que ce n'est pas les images de l'album, c'est parfois des étapes préparatoires à la mise en scène. On est au tout début de l'album ici avec la question que pose Anaïs aux trois personnes que l'on va suivre tout au long de l'album sur qu'est-ce qui vous stresse, vous, au quotidien. Puis chacun répond. Et parmi les réponses, on a beaucoup de choses qui reviennent sur les nuages de mots que vous avez produits tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment une double page comme celle-ci, vous l'inventez, quels étaient les enjeux pour vous aussi, pour s'adresser à tout le monde et prendre en considération chaque parcours? C'est compliqué. Ouais. Non, en tout cas, c'est la première étape. C'était l'une des premières pages de la BD, donc j'étais pas très à l'aise, j'avais peur. Il fallait que je crée du rythme, que je crée mes personnages. Donc j'ai voulu créer des personnages assez différents pour que plusieurs personnes puissent s'identifier. Non, c'est pas la planche qui me plaît le plus. Et puis quand je revois le travail 6 mois après, je vois tous les défauts, mais... non, vraiment, mon travail, ça a été... je suis syndrome de l'imposteur un petit peu, mais je suis vraiment là pour appuyer les propos qui sont là. Et moi, je connais que mon expérience, et voilà. Mais du coup, ce qui était important, c'est que de mettre en avant ce qu'Anaïs et les scénaristes ont eu envie d'écrire et de faire, avec des petites touches d'humour quand je pouvais, pour faire sourire quand même. Parce que dans mon travail, c'est ce que j'aime faire, c'est faire sourire. Et si le travail de la couleur aussi, je travaille les personnages assez en rondeur. Il y a quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure qu'il y avait de la douceur dans mon travail. Et c'est vrai que vu que je fais de la jeunesse, ça vient peut-être de là. Et je voulais des couleurs apaisantes et douces. Et là, j'étais pas encore bien sûre. On a un bleu, un mauve, voilà. Image suivante. Là, tout autre contexte, affalé dans la télévision. Finalement, c'est pas vraiment ça le final, mais non, je sais pas, je m'inspire un peu des scènes de mon quotidien. Je sais pas comment expliquer. En tout cas, c'est une étape où là, pour le coup, il faut que je sois très concentrée parce que j'imagine, c'est de la réflexion. La deuxième étape, c'est de mettre au propre, et ça, je peux écouter un podcast en même temps, mais là, par exemple, pas du tout. Il faut que je réfléchisse vraiment à chaque personnage. Il faut que moi, dans ma tête, je me crée une histoire et que je les imagine chez eux avec leurs enfants. Voilà, c'est devenu mes amis pendant 6 mois, ces 3 personnages. Je les aime bien. Et puis là, avec une double page qui illustre un des défis de ce genre d'album, c'est que du coup, il y a un texte très informatif qui n'est pas un texte narratif dans le sens où il ne va pas être au service d'une action. On se pose la question de... C'est quoi le dessin là-dedans ? De mettre en situation les personnages, je pense. Voilà. Mais comment mettre en dessin un discours, ouais. c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Ouais. Non, là, c'était de présenter aussi les personnages parce que c'était le tout début de la BD. Parce qu'on revient encore à l'image suivante, encore plus haut dans la bande dessinée, encore plus tôt, puisque en fait, c'est à la fois la première et presque la dernière image. La dernière, dans la foule. J'ai adoré faire cette image, mais elle m'a fait peur parce que quand on m'a dit il faut que tu mettes plein de monde, du décor, le décor c'est pas mon fort, donc j'ai eu un peu peur. La perspective, moi j'ai pas fait la première année en art et du coup j'ai pas fait la perspective. Je me suis ce que j'aime bien avec cette image, c'est que j'ai essayé de représenter une scène qui peut une scène stressante qui va parler à beaucoup de monde. Je pense que quand on pense à scène stressante du quotidien, ça peut, plein de gens peuvent penser à une scène comme celle-ci. Et après, je suis venue mettre mes petits trucs à moi, qui sont dans l'image finale. La dernière. Ça, c'est le croquis du coup. Mais du coup, là, j'ai amené mes angoisses à moi. Donc, par exemple, moi,
il y a plein de personnages dans l'image finale qui ont un téléphone et qui sont focus sur leur téléphone. On peut regarder l'image d'après. Ouais, voilà, il y a plus écran. Moi, je sais que en vivant à Paris, j'ai quelque chose qui me rend triste, c'est que j'ai plus de liens. On ne se regarde plus et ça me fait peur. Pareil, les puces de lit, grosse angoisse personnelle et plein d'autres petits trucs. Mais voilà, donc c'est un peu personnel et en même temps, j'essaie de parler au plus grand nombre avec ces images. Et ça fait du bien de s'en débarrasser par le dessin, si le dessin permet de s'en débarrasser en partie ou de le je mettre pense à que distance. parfois je réalise avec le dessin que j'avais ça en tête, que j'ai une angoisse comme celle-ci. Non, et puis je peux placer des petits trucs, des petites pubs qui, un peu, je me moque un petit peu, quoi. Et j'aime bien. Mais je fais passer mes petits messages avec le dessin, vu que moi je fais pas le texte, mais voilà. Et je suis assez fière de cette image, j'aime bien. Oui, elle est très chouette. Et puis là, c'est aussi un défi d'une bande dessinée qui est là aussi pour décrire, pour donner dire des choses, être rentrer vraiment dans la mécanique du corps. Alors ça donne des images avec on les a pas sur l'écran, mais ça donne ce genre d'images. Ouais, là pour les schémas un peu scientifiques, donc moi je m'y connais pas vraiment, mais je voulais amener un peu d'humour, un peu de, je sais pas. Que ce soit pas le croquis de base, parce que l'information finalement on l'a, et en même temps ça donne envie de lire vu que c'est un peu rigolo. Et j'aime bien mettre un peu de rigolo dans les dessins, ça me fait du bien. Voilà. Ouais. En même temps, c'est aussi comme ça qu'on fait passer des messages à des lecteurs, à un grand public, plutôt que de les bombarder de choses un peu lourdes. Oui. Et puis même, moi je dessine que des choses, je pense, beaucoup de choses très gaies. J'ai rarement dessiné des scènes de mon quotidien triste. Au contraire, je mets en avant le positif dans mes dessins. J'utilise l'humour pour ça, et j'aime bien. On peut terminer là-dessus, l'humour. Cécile et Romain, qu'est-ce que vous en faites ? Faut se marrer, hein. Non, mais si, parce que la plupart du temps, c'est toujours... je sais pas, je vais prendre la prison, mais même en psychiatrie, on va travailler dans ces endroits-là. Et on se dit qu'il faut être très sérieux dans le respect. Non, il faut être très sérieux dans le respect. Mais les patients ou les résidents ont beaucoup de second degré. Ils n'ont pas de problème à dire des choses qui nous font marrer, mais qu'on n'oserait surtout pas... dans lesquelles on met une gravité, alors que c'est la normalité et qu'il faut justement pas rajouter de la gravité là où c'est déjà compliqué, complexe. Et vous, Cécile ? J'ai envie de dire que ça fait partie du cadre presque. Enfin, du coup, l'ambiance, ça fait vraiment partie de ce qu'on met autour, et du coup, c'est aussi important que ce qu'on vient proposer. Alors, il y a des jours où on a grave la pêche et où c'est facile et où c'est joyeux et où tout le monde part, c'est génial. Et puis des jours où c'est quand même vraiment plus difficile, il ne faut pas se mentir. Et du coup, c'est aussi un travail sur soi de comment est-ce qu'on fait ces jours-là pour continuer à être quand même dans la légèreté et accompagner vers quelque chose de plus drôle. Et ça, je pense que c'est pareil, c'est vraiment le groupe, quoi. Comment est-ce qu'on crée un groupe qui vient se soutenir, un collectif, et qui fait que... Notamment, je pense à ça, en tout cas, dans les jours où j'ai un peu moins la pêche, je pense à l'IME toujours, c'est les jeunes qui me donnent la pêche, quoi. C'est elles qui, du coup, vont me dire des trucs drôles, vont amener quelque chose de légèreté. Et j'aime cette perméabilité-là entre nous, qui fait que, oui, prenons soin de tout ça, vraiment, et avec de la joie. Merci à tous les trois. Merci beaucoup aux équipes Diapason. Merci à la MJC du Grand Cordel. Et merci à vous. Bonne soirée.